Il y a quelques années, il y a une étude d'un professeur suédois, je crois, qui a analysé le bilan écologique, le bilan énergétique des vols en jet privé des vedettes de ce monde. Hmm. Et le pire consommateur à cette époque-là, c'était Bill Gates, qui émettait 1600 tonnes. Je vous rappelle que le Suisse, c'est 16 tonnes, tout Mhm. confondu. Bill Gates, à l'époque, c'était 1600 tonnes uniquement avec son jet privé. Mhm. Il faut déjà y aller. Hein. Mm. Si on réfléchit, hein, un vol transatlantique, c'est 1 tonne. Et lui, il arrive à faire 1600 tonnes par année. Quoi. Donc, il doit vraiment vouloir polluer, le mec. Hein. Aujourd'hui, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette chanteuse américaine, elle en est à 8000 tonnes, Mais non. à elle seule. Comment est-ce que c'est possible de le faire? Donc, je pense que L'avion, il tourne, ces il est au externalités, point mort dans le. c'est ça, mais ça montre qu'en fait, polluer, c'est cool, quoi. Et d'ailleurs, cette chanteuse dont je me souviens plus le nom, c'est une des stars du top 50 qui a explosé tous les records parce qu'elle avait 10 tubes de son dernier album au top Ah. 50 pendant une certaine Alors j'ai durée. honte de savoir ça, mais il s'agit sans doute de Taylor Swift. Taylor Swift, Et voilà. exactement. Je ne crois pas avoir déjà entendu du Taylor Taylor, si Swift. tu nous regardes. Philippe Nantermo, Taylor Swift. Nos prochains invités. Ouais, exactement, qui viennent se Of défendre course, un of peu. course. Ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est eux les modèles, quoi. Ouais. C'est ces gens-là. Donc, en gros, on veut tous devenir le Taylor Swift de demain, de pouvoir se retrouver dans le clip vidéo du rappeur avec toutes ces femmes dénudées, alors que moi, je suis en doudoune, enfin, etc. C'est ça qu'on veut, quoi. C'est bénéficier de ce privilège. Donc, évidemment que le, le principe du pollueur-payeur et ce genre de règles, il y a un moment, sont juste l'expression du fait que ces gens-là, ils ont tous les droits. On aura réglé le problème le jour où ces gens-là, ils ont les mêmes droits que les pauvres. C'est-à-dire, on définit un quota, vous avez le droit de prendre l'avion, même en première classe, pour Taylor Swift, mais une fois tous les 20 ans. Et ça sera le même que la femme de ménage portugaise ou serbe qui ira voir sa famille, serbe ou autre chose. Non, parce que je suis Chinois. portugais, il est serbe, donc comme ça on a vraiment couvert toutes les. C'était parfait. Vraiment, Bon, le choix bah, était voilà. parfait. Ouais. Ou voilà. On représente l'immigration. Ben, vous êtes sacrément élevé, quoi. Donc, vous rêvez d'autre chose, vous rêvez de Taylor Swift, et donc de ce référentiel-là. Et je pense que à partir du moment où on sera tous égaux, réellement égaux, quelle que soit finalement notre fortune, on aura réussi à créer une société. Pour l'instant, c'est tout sauf une société. C'est une somme d'individus les uns à côté des autres qui n'ont qu'une seule idée, c'est s'extraire de la nasse des autres individus qui nous ressemblent trop pour être un petit peu plus comme ces gens-là, pour donc avoir le droit de polluer, parce que polluer, c'est cool. Mais vraiment là-dedans, je vois en filigrane une question de moralité. Enfin, il y a beaucoup d'actes finalement immoraux qui sont un peu d'une manière perverse perçus comme étant un idéal à poursuivre, parce qu'il y a un mode de vie associé à tous ces actes polluants qui sont hyper valorisés, auxquels une majorité vraisemblablement d'individus aspirent. Et, euh, et donc, il y a une fibre morale manifestement à cultiver chez l'individu afin qu'il se sente justement concerné, responsable de tous les autres individus et du monde, de l'environnement dans lequel on vit. Et alors, tu vas sans doute me dire que tu n'as pas la réponse à cette question et c'est absolument normal, mais je me la pose du coup. Comment on fait sans... parce qu'avant, on avait peut-être la religion. Ouais, Quand c'est on ça. voulait créer un sens moral généralisé au sein d'une société, d'une culture, d'une civilisation, on avait ça. On disait, bon, bah, il y a Dieu, on sera jugé sur nos actions et la promesse, c'était le paradis avec les justes, ou alors à l'inverse, je sais pas, le purgatoire, l'enfer, les choses comme ça. Donc il y avait quelque chose après la vie qu'on pouvait espérer Ouais, ou craindre. ouais, c'est ça. Et maintenant, on n'a plus ça. Enfin, ça disparaît. Moi, je suis pas quelqu'un de croyant, donc j'ai pas non plus ces encouragements, ces incentives, on va dire, dans ma vie. Et j'arrive pas à voir quelle solution de substitution on peut trouver
pour amener les gens vers ce chemin collectif, culturel, civilisationnel, en fait. Ouais. Est-ce que tu as pensé un peu à ça? Ouais. Je pense beaucoup à Ouais. ces questions-là, parce qu'effectivement, c'est la seule chose qu'on a en tant qu'individu, c'est de penser à soi, et puis de se dire, oui, mais moi, au moins, quand je regarderai ma vie, je serai content, quoi. Mhm. Mais moi, ça me satisfait plus. Ouais. C'est intéressant parce que j'ai donné pas mal de conférences l'année passée, l'année qui a suivi la publication du livre. Et puis je disais, bon, bah voilà, moi j'ai une posture existentialiste que je suis en train de perdre, en fait. Mhm. Parce que Qu'est-ce que ça veut dire l'existentialisme? l'existentialisme, bah, pour moi, c'est vraiment la découverte de Camus, par exemple, qui dit dans La Chute, bah voilà, les derniers mots de la chute de Camus, où il dit, il regrette de ne pas avoir sauvé une femme qui s'est suicidée en se jetant dans la Seine. Et puis à la fin, il dit, il supplie cette femme de se jeter à nouveau dans la Seine pour lui donner une chance de se sauver lui-même, c'est-à-dire euh, en tant que porteur de cette culpabilité de ne pas l'avoir fait, d'aller faire un acte héroïque et donc de sauver cette femme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, et je l'ai vérifié, donc je présentais la posture existentialiste pour dire, bah voilà, moralement, maintenant, il faut que tous, on se responsabilise, hein, en bon libéral, je le disais, euh, et finalement, l'existentialisme est une posture individualiste et donc assez libérale qui dit, bon ben voilà quoi, à partir du moment où on regardera notre vie et qu'on fera l'analyse de ça, il faudra qu'on soit fier. Et vis-à-vis des générations futures, il faut qu'on soit fier. On est tellement individualiste que les générations futures, on n'en a rien à foutre. Et que de notre vie, on se dit, m'en fous. Et j'ai eu à la fin d'une conférence un mec qui est venu me dire une fois, mais en fait, je comprends pas du tout votre posture existentialiste, parce que moi, je sais qu'à la fin de ma vie, ce que je veux, c'est d'être sûr d'avoir bien profité. Et je pense qu'il a raison, en fait. C'est qu'il faut réussir à se mettre à la place des autres, et que je me mettais, moi, dans une posture qui me convenait très bien, mais qui m'a un peu aussi détruit une partie de mon assise, quoi, finalement. C'est de se dire, mais finalement, pourquoi je fais tout ça, quoi. Et je me pose vraiment la question. Aujourd'hui, je me pose beaucoup plus la question enfin, moi, ça fait 19 ans que j'ai pas pris l'avion, j'avais aucun doute là-dessus. On a eu cette discussion. Tu pourras l'année prochaine, du coup. Ben, Faut tous les si 20 c'est ans. tous les 20 ans. Si on lit un rapport d'un bureau d'études qui s'appelle BL Evolution, qui était téléchargeable sur Internet, qui dit comment est-ce qu'on calcule une trajectoire à 1,5 degré, c'est-à-dire ce que tous les Européens, en tout cas, mais eux qui sont les gros pollueurs de la planète, ont signé avec les accords de Paris en 2015. Hein. Donc, si jamais on est en 2022, on n'a toujours rien foutu. Les accords de Paris datent de 2015, c'est pas que si jamais il n'y a pas d'urgence écologique. Enfin bon. Le calcul de BL Evolution dit les gens ont droit dans leur vie à 2 vols en avion. Parce que c'est quand même important, disent-ils. Donc dans leur calcul, c'est quand même important d'aller découvrir d'autres cultures, disent-ils. Donc je trouve intéressant parce qu'il y a une posture qui dit là il y a quelque chose d'important, puis là il y a quelque chose qui n'est pas important, puis ils évaluent ce qui est important et donc ils reconstruisent des règles morales et donc des règles sociétales. Je pense que c'est là où moi j'ai une posture qui est de moins en moins moralisante, c'est-à-dire que les gens aillent tous se faire foutre. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est chacun est responsable. Ils votent PLR, hein. Ils votent UDC. Et ben voilà, quoi. Il y a un moment, il faut assumer, quoi. Donc, qu'ils continuent de voter. S'il n'y a plus cette posture morale, c'est bien qu'on a un problème sociétal. C'est la façon dont on s'organise, donc les institutions, la forme de ces institutions. Et puis, si on ne croit pas en ça, ben, l'effondrement est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire l'effondrement de ces institutions qui sont là pour pallier le désordre moral. Eh bien, cet effondrement ne peut être que positif. Il peut être positif que en théorie, hein, parce que mon problème, moi, avec l'effondrement, c'est pas le fait qu'une civilisation s'arrête, moralement ou philosophiquement comme ça. Mon problème, c'est comment ça se fait un effondrement. Ça se traduit par quoi? Famine, guerre, épidémie. Et traverser ces épreuves-là, pour mes enfants. Ouais, bah c'est extrêmement profond. Je vais être père en mai d'année prochaine, si tout se passe bien. Mais parce que c'est une expérience, pour moi, c'est une partie de l'expérience humaine que je veux vivre. Et je David pense voulait profiter.
Voilà. Et- Il aura profité. Bah ouais, mais Bonne chance. Bienvenue au club. et voilà, c'est difficile de trouver. On a bien compris, c'est pas au cours de cette conversation qu'on va trouver des solutions, des réponses. Il y en a peut-être pas. Peut-être c'est ça le constat. Ou on Et- les avait et depuis les années comment- 70. Et comment on vit en connaissance de cause, finalement, de l'impossibilité de résoudre ce problème sur le long terme ou sur un terme qui soit satisfaisant. Parce que qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut être là encore 100 ans, 200, 1000 ans, pour l'éternité? Est-ce qu'on veut partir du principe que l'humanité ne va jamais s'arrêter, qu'elle existera toujours? C'est Est-ce que vraiment improbable. on fait les choses parce qu'on pense à l'humanité? Est-ce que quand on se reproduit, enfin, qu'est-ce qui nous pousse? Enfin, ça, c'est des questions. Moi, je me suis beaucoup posé. J'ai 3 enfants. Ouais. Je me suis vraiment beaucoup posé cette question-là. C'est mais qu'est-ce qui fait ça? Ouais, bon, ben la réponse, elle est assez facile. On est le produit de 3,8 milliards d'années et de 3,8 milliards L'instinct. de reproduction. S'il y a une chose un instinct qu'on devrait avoir, c'est ça. C'est ça. Et puis on peut pas. Il n'y a pas de vie sans cet instinct-là. Bien sûr. Puis tu peux pas maintenant mettre fin à la tradition et une tradition de plusieurs milliards d'années. Non, le gros enjeu, c'est de savoir quel enfant on produit. Hein. C'est-à-dire que l'enfant, culturellement en tout cas, il sera le produit de ce qu'on va lui inculquer, etc. Et donc moi j'ai cette position-là avec mes 3 enfants. Je ne vais pas avoir d'ailleurs que celle-là. C'est que j'étais écologiste bien avant d'avoir des enfants. Donc je pense qu'il faut avoir des enfants. Et objectivement, ça a changé mon rapport. Alors ça m'a rendu... on va dire malheureux au possible. C'est-à-dire que, effectivement, je me retrouve d'autant plus confronté à cette incapacité à leur proposer individuellement quelque chose. C'est pour ça qu'il faut se battre, pour qu'on leur propose collectivement quelque chose qui vaille la peine et de fabriquer des enfants ou produire des enfants, parce qu'on les fabrique par l'éducation, qui soient des êtres conscients, mais... Enfin, je ne vais pas réussir à le raconter, mais c'est des discussions familiales extrêmement terrifiantes par certains côtés et extrêmement puissantes, ce que ça donne comme positionnement vis-à-vis du monde. Ouais.